C'était Plus belle la vie sur France 3 avec la Mutuelle Générale. C'est déjà fini. C'était Plus belle la vie avec la lessive Persil au savon de Marseille. Au numéro de notre collection Passion Patrimoine, ce soir, Déracine des ailes vous emmène à la découverte des gorges de l'Aveyron, un patrimoine méconnu que restaurent des passionnés. Nous irons aussi en Champagne à la rencontre d'un bâtisseur de moulins à vent qui fait revivre une tradition longtemps oubliée. Déracine des ailes, c'est tout de suite sur France 3. Retrouvez Des racines et des ailes sur France 3 avec Réunica. Mes amis, je tiens à vous présenter notre nouveau pensionnaire, Charles Boyer. C'était quoi votre métier? Flic. Loïc est mort, c'est vrai. Il est mort de quoi? Qui vous l'a dit? Je sais plus. Il est mort de quoi? C'est fini tout ça, c'est terminé les enquêtes, t'es à la retraite maintenant. Essaie de ne pas t'endormir, ne prends pas tes médicaments, garde un sommeil léger. Je cherche Carole. Elle est où? Carole, c'était Marc Keller. Il est décédé cette nuit. Lui, c'est encore André Dussolier. Ça fait beaucoup de morts en très peu de temps. Ici, la vie, c'est comme les souvenirs, ça s'efface. Cortex, inédit, demain à 20h35 sur France 3. Retrouvez votre film sur France 3 avec le jambon cru Aoste. France 3. Retrouvez des extraits de nos reportages en visitant le site des Racines des ailes sur france3.fr. Au cœur de la vie sur France 3, c'était Des racines et des ailes avec Réunica, prévoyance et santé. Alors que l'Assemblée nationale est en train d'examiner le projet de loi d'Éric Besson intitulé Immigration, intégration et nationalité, je reçois ce soir le sociologue Hugues Lagrange, l'auteur du Déni des cultures, le livre le plus polémique de cette rentrée, le livre dont tout le monde parle, puisqu'il y est question d'immigration et de délinquance et que Hugues Lagrange brise le tabou des statistiques ethniques sur la délinquance. Face à lui, il y aura Éric Fassin, Fatou Diom, Jean-Pierre Hamzel, Malika Sorel, Éric Raoult. Ça va chauffer après le soir 3, présenté par Stéphane Lippert. Un budget historique du jamais vu depuis 50 ans. Voilà comment le gouvernement a présenté son projet pour 2011. Le but est de réduire le déficit à 6% du PIB. La recette, une réduction drastique des dépenses publiques et un effort important demandé aux ménages. Pour la gauche, il s'agit de hausse d'impôts déguisés. Le ministre du budget, François Baroin, sera notre invité tout à l'heure. Et puis dans le journal, nous évoquerons aussi l'ultimatum lancé par Bruxelles à la France à propos du traitement des Roms. Rendez-vous vers 22h50 avec Hugues Lagrange et ses contradicteurs. Demain, sur France Télévisions. France 2, envoyé spécial avec Guylaine Chenu et Françoise Joly. France 3, Cortex, la clé de l'énigme est dans le cerveau malade d'André Dussolier. France 4, Heroes, saison 3 inédite, le pouvoir est au super pouvoir. France 5, la grande librairie de François Bunel, spéciale histoire. France O, au Brésil, l'été de Mauro se révèle être celui de tous les bonheurs. Demain, sur France Télévisions, vous aurez tous les choix. Bonsoir, j'ai 1 minute pour vous expliquer, hors loi Carrez, ce que sont les copropriétaires dans le monde des courses. Épique comme programme, n'est-ce pas? Les copropriétaires ne sont pas ceux qui s'occupent de la copro. C'est pas bien qu'on finisse, Boucan! On enlève ses sabots quand on rentre chez soi! Je vais prévenir la copro, moi, tu vas voir! En fait, les copropriétaires, c'est un propriétaire de cheval écolo. Il ne lui donne que du foin bio et espère voir un jour son bourrin fonctionner au solaire. Pour nous en dire plus, voici un homme très éveillé, Pascal Ada. Alors, elle est à dormir debout, mon explication? Complètement, Marie-Odile. Les copropriétaires sont un groupe de personnes ou une bande d'amis amoureux des courses hippiques qui s'unissent pour acquérir un cheval ou une écurie de course de plusieurs chevaux. C'est un très bon moyen pour vivre les courses en tant que propriétaire, donc de l'autre côté de la barrière, avec un investissement modeste. Merci Pascal. Moi qui hésitais entre une SICAV et un PEL, demain on parlera des subprimes. Sauf s'il y a des courses, auquel cas, ça sera forcément épique. À demain.
sacrée affiche et des rencontres surprenantes pour tous. Pierre Palmade. Mes angoisses, j'en fais du fric. Je fais des sketchs avec. L'irrésistible champion de natation Camille Lacour. La très paradoxale Christine Boutin. Je ne suis pas favorable au mariage homosexuel. Les hétéros non plus n'ont pas besoin du mariage. Ils se marient pour personne. Vous aurez droit aussi à une évacuation en urgence du plateau. Et ce n'est pas un gag. Ça va secouer dans Vie privée, vie publique, l'hebdo. Vendredi à 22h55 sur France 3. Du vent, un peu, beaucoup, trop. Regardez la météo sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, et bien malheureusement, nous allons avoir toute une série de perturbations. Une perturbation est arrivée aujourd'hui sur la Bretagne, ça a donné pas mal de pluie, 20 mm déjà en 6 heures. Et cette perturbation va traverser notre pays au cours de la nuit et de la journée de demain. Donc cette nuit, on va la retrouver sur l'ouest et demain matin, eh bien, elle sera entre le nord-est et le sud, les Pyrénées. Donc on aura des pluies un peu plus soutenues au pied des Pyrénées et puis également dans la partie nord de la perturbation, partout ailleurs. Ce sera de la grisaille avec quelques pluies à l'arrière, retour d'éclaircies et des nuages qui se profilent déjà sur la Bretagne. À l'avant, ces nuages vont s'épaissir. Près de la Méditerranée, ce sera du soleil. Dans l'après-midi, on va donc garder du soleil près de la Méditerranée avec un tout petit peu d'instabilité sur les Alpes du Sud. La perturbation s'éloigne. Elle donnera encore des pluies parfois soutenues sur le nord-est. Dans sa partie sud-ouest, les nuages vont se dissiper petit à petit. On devrait retrouver quelques éclaircies. Pas mal de nuages sur l'ouest. C'est un mélange de nuages élevés et de nuages moyens. Puis on voit une perturbation arriver sur le nord-ouest à nouveau. Alors les températures, demain matin, on baisse sur le nord, en hausse sur le sud, mais ça va, c'est pas trop frais. Pour les températures de l'après-midi, c'était en hausse aujourd'hui. Pas de changement pour demain, donc on est à peu près dans les normales saisonnières là aussi, sauf sur le nord-est et sur la Bretagne et le long des côtes de la Manche. Température comprise entre 16 et 23 degrés. Pour notre week-end, malheureusement, donc ces passages perturbés vont se succéder. Un premier donc vendredi avec beaucoup de vent et des pluies soutenues. À l'avant des nuages et du soleil sur le sud, température encore agréable. Samedi, une nouvelle perturbation arrive par le nord-ouest. Et dimanche, de la pluie, des pluies soutenues là aussi sur le nord-ouest. Et des entrées maritimes sur l'extrême sud. Je vous souhaite une bonne fin de soirée avec nous sur France 3. Demain, nous fêterons les Jérômes. Et vous retrouvez tout de suite Stéphane Lippert pour Soir 3. Bonsoir. C'était la météo de France 3 avec Monsieur Bricolage. Dis donc, quel âge cela? Il a au moins 30 ans. Pendant que Georges déguste son homard, ses poissons pilotes tentent une opération survie. J'ai la désagréable impression de me sentir comme un naufragé. La pêche au poulpe aux Philippines, à cheval sur un bambou, ça vous dit? Si vous rêvez de sensations plus fortes, testez l'aquaplaning japonais. La manga attitude, c'est ça. L'essentiel, c'est d'avoir du courage. Des tripes, comme on dit. Si vous êtes plutôt tango argentin, essayez donc le dance floor de l'Atlantique Sud. Quelle ambiance! Vivez la mer, vivez l'aventure, vivez Thalassa, vendredi à 20h35 sur France 3. Retrouvez Thalassa avec Banque Populaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Grève générale en Espagne, manifestation de masse à Bruxelles, les salariés européens dans la rue pour exprimer leur inquiétude et leur colère. Un budget d'austérité pour réduire des déficits historiques. Le gouvernement a présenté aujourd'hui son projet de loi de finances pour 2011. Baisse des dépenses publiques et forte contribution des ménages. L'homme qui a préparé ce projet, le ministre François Baroin, parle d'un budget historique. Il est l'invité de ce journal. Un rassemblement à Paris pour nos deux confrères Hervé Guéquer et Stéphane Taponnier. Aujourd'hui, cela fait exactement 9 mois qu'ils sont retenus en otage en Afghanistan. Quand la langue des politiques fourche de plus en plus souvent, après Rachida Dati, c'est au tour de Bernard Accoyer de commettre un lapsus. Révélateur ou pas, en tout cas, ça nous fait sourire. On en reparlera à la fin de cette édition. Peut-on combattre la crise économique autrement que par des mesures d'austérité qui touchent notre porte-monnaie ?
Oui, ont répondu aujourd'hui des dizaines de milliers de personnes venues de toute l'Europe à Bruxelles. Et la colère des salariés s'est aussi manifestée en Espagne, qui a connu sa première grève générale depuis 8 ans. Retour sur cette journée de défilé parfois agitée. Jean-Marc Chollet. Dans la soirée, les affrontements se poursuivaient à Barcelone entre manifestants et forces de l'ordre. Tout au long de la journée, des heurts se sont produits entre militants d'extrême gauche et la police. Selon les syndicats, 400 000 personnes ont défilé dans la capitale de Catalogne. Cette première grève générale de l'ère Zapatero a été largement suivie dans toute l'Espagne. Un cri de colère contre les mesures de rigueur comme les baisses de salaire des fonctionnaires et la libéralisation du marché du travail. Ils étaient 500 000 dans les rues de Madrid. La grève n'est pas un appel à faire tomber le gouvernement, mais c'est à lui de savoir s'il se maintient ou pas. Cette grève générale en Espagne coïncide avec une série de manifestations dans plusieurs capitales européennes, comme ici à Bruxelles. Une grogne sociale déclenchée par les mesures d'austérité prises pour résorber les déficits. Ne choisissez pas l'austérité. Ne faites pas ce que vos prédécesseurs ont fait dans les années 30. Ne cassons pas la machine, au risque de déclencher, comme dans les années 30, une grande dépression. Le Parlement va débuter l'examen du budget 2011 et c'est là que va s'inscrire l'austérité également. Donc ça veut dire qu'on est dans une période où des mouvements sociaux de différentes natures, selon les pays, vont avoir lieu dans les semaines et les mois qui viennent. Plusieurs milliers de personnes à Varsovie sur ces images. Manifestations également à La Haye, Athènes et quelques villes françaises, avec une crainte. Trop d'austérité pourrait faire capoter une reprise déjà timide. Et l'austérité, c'est bien ce qui caractérise le budget 2011 présenté aujourd'hui par le gouvernement. L'objectif est de ramener le déficit public de 7,7% du PIB à 6% l'an prochain. Et pour cela, l'État doit trouver 40 milliards d'euros. Cela va passer par des coupes dans les dépenses publiques et de gros efforts demandés aux Français. Pour la gauche, il s'agit de hausses d'impôts déguisées. Frédéric Maillard. C'est elle qui garde ses 3 enfants le mercredi après-midi, mais le reste de la semaine, cette avocate se fait seconder par une aide à domicile. Elle va conserver ses réductions d'impôts, mais elle s'inquiète de voir ses cotisations sociales augmenter. Je vais peut-être réduire le nombre d'heures d'emploi de ma babysitter ou de ma femme de ménage. Enfin, je vais y réfléchir en tout cas. Ouais. Les ménages français vont contribuer au quart de l'effort demandé par le gouvernement. Le coût de rabot des niches fiscales représente 10 milliards d'euros. Exemple, la disparition du cadeau fiscal pour les mariages. Installer un panneau solaire rapportera 2 fois moins. L'accès à Internet va aussi coûter plus cher. Quant aux plus riches, ils paieront 1% d'impôts en plus. Pour l'opposition, il s'agit de hausse d'impôts déguisée. Quels que soient les jeux de mots du gouvernement, rien ne changera cette réalité. Les Français auront à payer 10 milliards de plus d'impôts. Un argument balayé par la majorité. Une hausse généralisée des impôts, ça serait par exemple l'augmentation des tranches de l'impôt sur le revenu, ça serait par exemple l'augmentation de la CSG. Voilà ce que serait une hausse généralisée des impôts. Mais pour cet économiste libéral, pas de doute, il s'agit bien de hausse d'impôts et ce n'est qu'un début. Cette augmentation des impôts cible essentiellement les Français les plus aisés parce que nous sommes en période préélectorale. Mais il y arrivera un moment où il faudra neutraliser et annihiler totalement notre déficit et puis rembourser les dettes que nous avons accumulées durant 30 ans. Et pour cela, il faudra bien évidemment mettre à contribution la totalité des Français. Officiellement, l'engagement de Nicolas Sarkozy de ne pas augmenter les impôts n'est pas remis en cause. Il n'empêche que le taux de prélèvement fiscal va grimper l'an prochain. Et sur le plateau du Soir 3, l'homme qui a préparé et présenté ce budget 2011, le ministre du Budget, François Baroin. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ce budget a été calculé sur la base d'une croissance de 2% l'an prochain. Est-ce que c'est vraiment crédible? La plupart des économistes trouvent cette prévision bien optimiste. Écoutez, en début d'année, on avait des prévisions de croissance à 0,75% et des prévisions de déficit à 8,5%. On est au résultat à 1,5, probablement 1,6.
et un niveau de déficit de 7,7. Le passé plaide pour nous, la stratégie était la bonne, et de la gestion de crise, et de la sortie de crise. La crise est derrière nous, mais les stigmates, les cicatrices de cette crise, qui a frappé la France, comme tous les autres pays de l'Union européenne et dans le monde entier, nous amènent effectivement à proposer des mesures d'économie. Pas l'austérité comme en Espagne. Il n'y a rien dans le budget français qui est proposé comme le modèle espagnol ou en Grande-Bretagne. Alors on va y revenir simplement sur les prévisions que vous faites du PIB. On va le voir sur la courbe d'ailleurs qu'on va voir à l'instant. 7 fois sur 10 depuis 10 ans, les gouvernements se sont trompés. Ils ont donné des prévisions trop optimistes. Finalement, il a fallu les revoir à la baisse. Ça risque pas de vous arriver aussi ? C'est ce que je vous ai dit. Il y avait des prévisions trop pessimistes et qui nous permettent d'avoir des bons résultats. Ces bonnes nouvelles nous permettent d'éviter d'avoir des mesures trop douloureuses. Ouais. Et s'agissant des déficits, juste un exemple. Pour bien montrer qu'on est en train de changer de regard, d'avoir une nouvelle approche aussi sur la dépense publique, pour la première fois, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie à 3% sera respecté cette année. Il existe depuis 1997, il n'a jamais été respecté. Cette année, nous le respectons. L'année prochaine, on le fixe à 2,9. On se donne les moyens aussi de le respecter. Et si la croissance que vous avez prévue faisait finalement défaut, vous ne pourriez pas ramener le déficit du PIB à 6%? Non, parce que l'effort qui est proposé, c'est toute la stratégie de la construction de ce budget. C'est un effort sur la dépense, sur toutes les sources de dépenses. Dépenses de l'État, crédit d'intervention, train de vie général, dépenses sociales, je l'ai expliqué avec l'objectif de dépenses d'assurance maladie, les dotations de l'État aux collectivités territoriales, et aussi une réflexion générale sur ce que nous appelons des dépenses fiscales, ce que tout le monde appelle des niches, abusivement, mais la niche, c'est une dépense. Et donc réduire ces niches, les raboter, c'est réduire également les dépenses. Alors ces niches ne sont pas toujours, comme on le présente parfois, des privilèges pour les riches. Leur suppression, c'est aussi du pouvoir d'achat en moins pour la classe moyenne, donc de la croissance en moins ? Ça n'a rien à voir. Nous pensons au contraire que réduire les déficits, c'est un élément de relancer la confiance pour nos contemporains. Et puis c'est aussi l'esprit de responsabilité pour les générations qui suivent. On ne peut pas faire porter une épée de Damoclès comme ça sur le cou de nos enfants ou de nos petits-enfants. On a l'obligation de revenir en 2013 au niveau de déficit que nous avions avant la crise et nous devons tendre vers l'équilibre budgétaire. On ne peut pas vivre sous perfusion de la dépense. C'est un effort collectif, il est modéré, il est maîtrisé, il est équitable. Vous avez dit que les ménages seront appelés à l'effort, c'est vrai. Sur les niches fiscales notamment. Mais moins que les entreprises. Le ratio, il est 40% pour les ménages, 60% pour les entreprises. Et cet effort, il est partagé et il s'inscrit dans un équilibre général de réduction de 40 milliards. Alors un mot quand même sur votre parcours, François Baroin. Il y a 6 mois, vous étiez pratiquement sur une liste noire en tant que proche de Jacques Chirac. Vous critiquiez parfois durement le gouvernement. Aujourd'hui, on parle de vous comme un des favoris au poste de Premier ministre. C'est curieux la politique parfois, non ? Oui, ça doit arriver dans vos métiers aussi, non ? Ah ouais ? Ça vous surprend ou pas ? Moi, j'ai une longue expérience, j'ai 45 ans, j'ai servi Jacques Chirac, je me suis construit autour de lui, j'en ai retenu une certaine idée de l'État. Je pense sincèrement que la mission que m'a confiée Nicolas Sarkozy et François Fillon va dans le sens de l'intérêt de l'État. Réduire les déficits, c'est pas agréable, ça rend pas populaire. On peut se mettre les mariés, les pacsés, les divorcés à dos, on peut se mettre tous les étudiants. Mais quand on a une certaine colonne vertébrale et le sens de l'intérêt général, on n'a pas d'état d'âme. En même temps, être ministre du budget, ça a souvent été un tremplin, on l'a vu dans le passé, pour Giscard, pour Fabius, pour Sarkozy aussi. Imaginons que vous soyez appelé à Matignon, vous imaginez que vous seriez prêt à assumer cette charge ? D'abord, ça peut être un tremplin, mais enfin, vous me laissez atterrir sur les 2% de déficit à réduire pour l'année prochaine. Et pour le reste, pardonnez-moi, mais je ne réponds pas à une question qui ne m'est pas posée, pas par vous, mais par le seul intéressé qui compte, le président de la République. Vous ne savez pas si vous vous sentiriez prêt ou pas ? Je ne réponds pas à cette question, on n'est pas dans les spéculations, on a un Premier ministre, on travaille, je viens de présenter le budget, on fera le débat et on réussira ces 40 milliards. Merci beaucoup François Baroin d'être venu sur le plateau du Soir 3. Pas de sanctions immédiates, mais un ultimatum. Nous vous en parlions hier soir. La France redoutait d'être poursuivie par Bruxelles devant la justice européenne pour sa politique d'expulsion des Roms. Finalement, la Commission lui donne 15 jours pour se conformer au droit européen. Les explications de Pascal Verdeau et Tahar Nasri. Elle arbore un sourire enjôleur devant ses collègues, mais Viviane Reding plaide toujours en faveur d'une ligne ferme sur le dossier français. 2 heures de discussion sur les Roms et une première décision. L'obligation pour la France de transposer en droit national, avant le 15 octobre, toute la directive sur la liberté de circulation. En revanche, sur l'épineuse question de la discrimination, Bruxelles demande à Paris de nouvelles informations. On ne clôt pas le dossier. Le dossier reste ouvert et je demande, pour étayer les déclarations en haut lieu du gouvernement français, pour les étayer, je demande les preuves
précises. Et j'espère bien que le gouvernement français saura fournir ces preuves. Réponse du gouvernement, le dialogue se poursuit. À l'Assemblée nationale, Éric Besson pavoise et devant l'opposition minimise l'ultimatum de Bruxelles. Je comprends bien que vous auriez aimé pouvoir ouvrir cette séance avec un argument qui était ça y est, la France est montrée du doigt, la France est condamnée à Bruxelles. Ça n'est pas le cas. Réjouissons-nous ensemble. Ce soir, Paris a donc gagné un peu de temps, mais la commissaire a toujours des doutes. En fait, la confiance est ébréchée et les relations de travail entre les deux parties ne seront pas simples. Les autorités mexicaines avaient d'abord évoqué une énorme catastrophe, parlant même d'1 millier de morts. Finalement, le bilan du glissement de terrain d'hier dans un village du sud du pays a été largement revu à la baisse. Il est de 11 disparus, 8 enfants et 3 adultes. Les secours n'ont plus guère d'espoir de les retrouver vivants. Aujourd'hui, cela fait tout juste 9 mois que nos deux confrères et amis de France 3, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, sont retenus en otage par les talibans en Afghanistan. À l'appel de leur comité de soutien, un rassemblement était organisé cet après-midi devant le siège de France Télévisions. Isabelle Saboureau et Antoine Placier. 274 ballons libérés sur le parvis de France Télévisions. Pour Hervé Guéquière, Stéphane Taponnier et leurs 3 accompagnateurs, c'est autant de jours de détention passés aux mains des talibans. 9 mois de captivité aujourd'hui et une succession ces derniers temps d'espoirs déçus, très éprouvant pour les proches. On a tous envie d'y croire quand le matin on entend une bonne nouvelle à la radio. On est comme tout le monde, on a envie que nos amis soient là dans les heures qui suivent sur le tarmac. Mais on est aussi raisonnable parce qu'on sait que plusieurs fois on nous a dit que ça allait sans doute se produire et que ça ne s'est pas produit. C'est ça qui est difficile, c'est cette espèce de côté, tout à coup on a un espoir vertigineux et ensuite un désespoir tout aussi vertigineux. Et c'est ça qui est compliqué à vivre. C'est d'autant plus compliqué à vivre que nous, ici, on compte les jours, on compte les mois, on est là. Eux, là-bas, ils vivent la même chose, ils ont ces mêmes bouffées d'espoir et de désespoir, mais puissance 1000. On les disait libres. Avant l'été, certains parlent aujourd'hui de Noël, mais la seule certitude, c'est qu'ils vont bien. Ils ont été malades à un moment donné, mais ils ont été soignés, maintenant ils sont en bonne santé. On sait qu'ils sont ensemble et on sait qu'ils sont avec leurs accompagnateurs afghans, donc ça c'est important aussi. Ce qu'on ne sait pas en revanche, c'est l'état, l'avancée des négociations. Ils ont fait leur métier qui est la noblesse de ce que nous devons faire. Aux commandes de France Télévisions depuis un mois, Rémi Fimelin en fait une priorité. Il faut des signes forts de temps en temps. Ces signes, c'est d'abord pour soutenir les familles, c'est ensuite pour les soutenir eux, parce qu'ils auront peut-être une occasion ou une autre d'avoir un signal de ce qui se passe. Et comme un rappel de cette mobilisation qui ne faiblit pas, leur visage s'affiche désormais sur la façade de France Télévisions. Oui, et comme Hervé et Stéphane, 9 autres Français sont retenus en otage à l'étranger, 5 au Niger enlevés il y a 15 jours, 3 au Nigeria depuis la semaine dernière, et un agent du renseignement détenu en Somalie depuis plus d'1 an. Cette question à présent, la police a-t-elle consulté des factures détaillées de téléphone sans contrôle et sans autorisation? C'est ce qu'affirme le Canard enchaîné. Selon l'hebdomadaire, Matignon aurait validé cette pratique normalement interdite. Les services du Premier ministre ont immédiatement démenti. Peggy Moget et Jean-Michel Mière. Les services de renseignement français ont-ils désormais accès directement et sans aucun contrôle à toutes nos données téléphoniques? C'est ce que soutient le Canard enchaîné. À l'appui de cette allégation, des documents classés confidentiels défense que les journalistes de l'hebdomadaire satirique ont pu consulter. L'un d'eux est signé de la main même du directeur de cabinet de François Fillon et autoriserait certains ministères à se procurer auprès des opérateurs de téléphonie des données techniques sur leurs abonnés sans avoir à demander d'autorisation à la commission chargée de ces contrôles, comme l'exige pourtant la loi. Par données techniques, entendez notamment les fadettes, les factures détaillées des abonnés. Aujourd'hui, au ministère de l'Intérieur, vous avez 3 personnes, plus exactement à la DCRI, à la Direction centrale du renseignement intérieur, dont le boulot est justement consiste à se procurer des fadettes, ces fameuses factures détaillées. Et donc, il suffit qu'une demande du pouvoir politique pour qu'aussitôt, la DCRI se procure ces fameuses fadettes, sans que jamais la Commission nationale ne soit consultée. Derrière ces allégations, c'est l'affaire des écoutes téléphoniques qui ressurgit et la récente plainte du Monde pour violation du secret des sources. Hier, le gouvernement, interpellé à l'Assemblée nationale sur le sujet, a de nouveau nié toute écoute et toute consultation de listing téléphonique illégal.
Mais pour les membres de la commission de contrôle, il est temps de mettre les choses au clair. Il faut rappeler les règles, c'est-à-dire que les services de police ou de la défense nationale ne peuvent demander directement à des opérateurs des listings ou des fadettes et ne peuvent évidemment procéder à des écoutes sauvages hors la loi. La commission de contrôle a annoncé ce soir qu'elle devrait se réunir rapidement et se rappeler au bon souvenir du gouvernement.